Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la première conférence de la journée qui met en lumière la diversité et le leadership comme moteur de la philanthropie. Cette conférence est donnée par Mme Annie Castonguay, qui est première vice-présidente Affaires publiques chez la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Elle incarne l'excellence dans le domaine de la finance et de la gestion des investissements et elle joue également un rôle déterminant dans le rayonnement des affaires et dans les initiatives philanthropiques au sein de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Pour animer et échanger avec notre conférencière, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Isabelle Genet, présidente directrice générale de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Son engagement de longue date dans le secteur de la philanthropie et son expérience en mobilisation des ressources font d'elle une animatrice idéale pour cette discussion. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Genet et Mme Castonguay à venir sur scène. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Victoria. Ça me fait vraiment grand plaisir d'être ici puis d'avoir la chance d'animer cette discussion-là avec Mme Castonguay, que si vous me permettez, je vais appeler Annie. Oui, vraiment. Pendant notre discussion. En espérant que le café a commencé à faire effet. Vous avez une journée intense hier, mais c'est vraiment un privilège. Puis d'être là, puis le sujet de cette discussion-là, pour moi, ça me tient à cœur profondément. Leadership, diversité. Puis je pense même particulièrement les femmes leaders en philanthropie, on a un grand rôle à jouer. Je pense aussi que le leadership et la diversité, en philanthropie, ça fait élever nos sociétés, ça fait élever nos communautés. Annie, comme première question, j'aimerais ça te demander, c'est quoi que tu vois comme portrait leader féminin, philanthropie, mais plus large, là, allons-y largement, là. Bien, il y a une étude qui est sortie dans les dernières semaines. Puis le constat, c'est qu'il y a des choses qui avancent, mais évidemment, il reste du travail à faire. Alors, sur les femmes dans les postes de haute direction, qu'est-ce que ça donne? On est passé de 17 à 28 depuis 2015. Il y a 3 jeunes femmes sur 4 qui aspirent à devenir cadre supérieur. Alors ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que l'ambition, la perspective de devenir ça est là. On voit que les gens sont plus sensibilisés, qu'il y a plus d'engagement, qu'il y a plus d'alliés, mais ça reste une sous-représentation. On se le cachera pas, c'est à peu près un quart, 28 pour, dans le fond, un groupe qui représente 50 de la population. Quand on regarde aussi les femmes des groupes minoritaires, les femmes racisées, on tombe à 1 sur 16. Alors, tu sais, il y a des choses qui avancent, mais je pense qu'on a encore du travail ensemble à faire là-dessus. Il y avait une enquête il y a quelques jours, là, on en a parlé ensemble, sur qui est parue dans Le Devoir, où on disait qu'il y a 72 des femmes qui sont DG des OBNL, mais quand on regarde les plus grandes organisations, quand on regarde les grandes fondations, il y en a seulement 33 Donc ça, je pense que c'est aussi un endroit sur lequel, un endroit où on pourrait continuer d'avancer. Maintenant, dans la dernière année, avec nos collègues d'épisode, Laetitia est ici ce matin, on s'est demandé c'était quoi le portrait des femmes qui s'impliquent en philanthropie, les bénévoles d'affaires, parce qu'il n'y avait pas d'études qui existaient sur ce sujet-là. On a un feeling, on le sent bien, là, que le bénévolat en philanthropie, le bénévolat d'affaires, c'est quelque chose qui touche la corde des femmes, mais on n'avait pas de chiffres, pas d'études. Là. Non, exact. Il n'y avait pas d'études, puis il n'y avait pas d'études spécifiques au Québec. Puis ça, pour nous, c'est une façon dont on aime beaucoup s'impliquer, puis on l'a fait aussi avec l'événement, là, où... avec l'événement de l'Institut Malais, on essaie d'aller chercher des faits, des chiffres pour partir une bonne conversation sur des bases solides. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Comment les femmes s'impliquent? Comment elles veulent s'impliquer? C'est quoi les outils dont elles ont besoin? Puis comment on peut inspirer une nouvelle génération? Puis il y a des très bonnes nouvelles dans cette étude-là. Il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a 38 des femmes qui ne s'impliquent pas parce qu'on ne les a pas sollicitées. Alors ça, c'est un beau bassin de gens qu'on peut aller chercher. Les femmes aiment s'impliquer généralement par le biais de leur expertise. Moi, je suis un cas typique. Quand j'ai commencé à m'impliquer auprès de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants,
C'est en proposant cette expertise-là de communication que j'ai commencé à m'impliquer. Préfère aussi siéger sur des conseils. Le muscle de la sollicitation, chez les femmes, il faut encore le travailler. Hein? C'est quelque chose qu'il faut développer. L'aspect qualitatif est aussi très important. Pourquoi on s'implique? Pour quelle cause? Il faut que la cause nous parle. Versus avoir plus un objectif de développement des affaires, ce qu'on va voir davantage chez les hommes. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas une façon de s'impliquer. Il y a une diversité d'implications chez les femmes, mais on peut penser au comité organisateur, service d'experts, comme je le disais, bénévoles en soutien au service aussi, ça, on en voit beaucoup, on en parlait. Donc, mon constat global, c'est de dire, il y a des progrès, il y a du chemin à faire, mais je pense que du point de vue de l'implication des bénévoles d'affaires en philanthropie des femmes, on a plein de belles pistes dans cette étude-là qu'on peut explorer pour continuer d'augmenter la représentativité. Puis je pense particulièrement au conseil d'administration, puis les campagnes, puis les grandes campagnes, encore plus particulièrement. Moi, je vais me permettre de dire quelque chose là-dessus à propos de la sollicitation. Je trouve ça vraiment intéressant, qu'est-ce que tu apportes quand tu dis, ben là, les femmes ont peut-être moins la culture de sollicitation. Récemment, nous autres, on a décidé chez Centraide, on s'est parlé, moi et Anne-Marie, vice-présidente chez nous, puis on s'est dit, on va se faire un lunch avec juste des femmes. On s'est dit, c'était en 1960, je ne vais pas me tromper de date, là, l'année où est-ce que enfin, on n'avait plus besoin d'avoir la signature de notre mari pour ouvrir un compte au Québec, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Et quand on a invité toutes ces femmes-là, on s'est juste fait une liste, on s'est dit, on va se parler de pourquoi on s'implique en philanthropie. Ça a répondu. Moi, je pense qu'il faut oser, il faut s'assumer. C'est vrai, ce qui sort des études, c'est vrai, là. Mais des fois, on n'ose pas juste dire, hey, tu serais capable de solliciter, puis on est en masse capable de le faire, là. Puis ça répond bien. Je vous le dis, ça répond bien. Ces femmes-là répondent bien, en général. Quand, évidemment, la cause les touche, ils sentent qu'ils peuvent, ça touche leurs fibres, qu'ils sont impliqués authentiquement aussi. Hein? Oui, vraiment, tu as raison. Puis je pense que c'est super important de retenir de cette étude-là toutes les opportunités. C'est vraiment ça, moi, que je retiens de ça. Tu sais, quel est le chemin qu'on peut prendre pour que des rencontres comme ça, il y en ait plus, pour qu'il y ait des femmes qui s'impliquent davantage, pour que les femmes s'impliquent aussi, les jeunes leaders femmes s'impliquent davantage. Un autre aspect, évidemment, puis c'est dans le titre de notre présentation, c'est un aspect fondamental de la philanthropie, c'est la diversité. On constate encore beaucoup d'écarts en différents groupes sociaux. Lorsque les personnes issues de la diversité sont pas représentées dans les entreprises, dans les campagnes, dans les organisations, ça creuse les inégalités sociales, c'est sûr. En quoi la diversité dans les organismes, ça peut avoir un impact positif, selon toi? Oui, bien, évidemment, tu sais, les femmes, c'est la diversité, mais ce n'est pas que ça. C'est une combinaison de points de vue. C'est, oui, les genres, mais la diversité ethnoculturelle, les orientations sexuelles, diversité de capacités, diversité d'expérience, diversité d'opinion, diversité de génération, diversité régionale aussi. Hein? Donc, il y a du travail à faire. Encore plus, je pense. 9% des membres des CA d'OBNL actuellement proviennent de groupes historiquement marginalisés. Par ça, je veux dire des minorités visibles, minorités ethnoculturelles, autochtones, personnes en situation de handicap. Puis c'est dommage parce que les bénéfices de la diversité sur les conseils d'administration, ça change énormément de choses. Donc, qu'est-ce que ça donne une meilleure représentativité? Ça donne plus de réseaux pour aller chercher différentes personnes. Ça permet de renforcer les capacités aussi des individus qui travaillent dans l'organisme en apprenant à travailler avec des gens qui ont d'autres points de vue. Le point le plus important pour moi, c'est que ça réduit les angles morts. Parce que avoir une diversité autour de la table, ce que ça fait fondamentalement pour moi, c'est de changer la conversation. C'est de générer plus de solutions, puis des solutions différentes aussi. Puis il y a plusieurs études très sérieuses qui l'ont démontré. La capacité à générer des solutions est multipliée par, je pense, 10 ou 12 quand on a de la diversité autour de la table. Puis ça, c'est un facteur de résilience important, c'est un facteur de croissance qui est très important. Puis
Pour moi aussi, c'est pas juste de faire de l'inclusion. Parce que l'inclusion, pour moi, c'est une étape. C'est comment on arrive à créer de l'appartenance. De l'appartenance pour tout le monde autour de la table, que les voix soient entendues, puis non seulement entendues, mais valorisées. Très intéressant. Je te dirais que ce qu'on voit de notre côté chez Centraide, du côté de la diversité, nous autres, dans les organisations, on en a quelques-unes, je dirais peut-être plus en milieu urbain, c'est ça, ou certains organismes qu'on soutient, dont la mission est centrée justement sur l'accueil de personnes issues de l'immigration, etc., ont quand même une belle parité, je dirais, hommes-femmes. Nous autres, chez Centraide, on a notre parité est là, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, au conseil d'administration depuis longtemps. Ça reste que je suis la première femme PDG en 75 ans. Fait que, puis je me tiens sur les épaules de bien d'autres femmes qui auraient probablement dû être nommées là il y a plusieurs décennies, mais à cause qu'elles étaient femmes, ne l'ont pas été. Mais je pense que on peut faire un peu le parallèle entre les femmes, on veut, tu sais, tu en parlais tantôt, on a la fibre. Ou est-ce qu'on veut s'impliquer en bénévolat d'expertise, d'affaires? On se fait souvent dire, les femmes, on développe les affaires différemment, on gère des organisations différemment. Moi, je pense qu'on est vraiment axé sur développer le plein potentiel des gens autour de nous. C'est vraiment ça, la chose qui nous tire beaucoup. Puis j'ai beaucoup cette approche-là, puis je sens que les femmes autour de moi ont cette approche-là. Du côté de la diversité, vraiment plus large, c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Je pense qu'on est loin encore des objectifs qu'on peut se prendre. J'aime beaucoup ton approche de dire, c'est que ça enlève des angles morts, parce qu'on a beau vouloir, tout le monde ici dans la salle, là, on est tous d'accord que la diversité, c'est important, puis tout le monde ici dans la salle, on a certainement des biais et des angles morts. Puis quelqu'un qui dit qu'il n'en a pas, ça fait justement partie du problème. Donc, ça vaut la peine de dire, on va faire cet effort-là, on va aller chercher. Et la représentation vaut la peine aussi, parce qu'après ça, il y a des plus jeunes, des jeunes professionnels qui voient aussi ces gens-là en poste. Oui, tout à fait. Justement, dans les organisations, puis même dans les entreprises, ils ont un rôle beaucoup à jouer du côté de cette diversité-là. Mais comment les entreprises, tu les vois dans cette philanthropie-là, entre autres les entreprises en général, parce que vous avez un grand portefeuille d'entreprises, vous autres, mais aussi à la Caisse de dépôt. Si on sort un peu du côté femmes leader, là, mais on regarde vraiment entreprise, c'est quoi leur rôle en philanthropie, puis qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme impact, puis qu'est-ce que ça peut leur apporter comme impact aussi? Il y a toutes sortes de façons de faire ça, évidemment. Je pense que les gens dans la salle sont bien à même de voir les approches différentes. Il y a certaines entreprises qui choisissent de pousser un thème, que ce soit la santé mentale, par exemple, chez Bell. Donc, ils vont mettre beaucoup d'efforts sur une thématique en particulier. Je pense que ce qui est important, c'est que quand on détermine notre approche philanthropique, que ça corresponde à notre identité puis un peu à notre ADN. Puis nous, à la Caisse, c'est un peu comme ça qu'on a construit notre approche philanthropique. On a essayé de voir comment nous, on pouvait faire notre différence dans ce milieu-là. Puis pour ça, on a une marque qu'on appelle le capital constructif. Qu'est-ce que c'est le capital constructif? Pour moi, c'est un peu l'incarnation moderne de la mission de la Caisse de dépôt. De faire des rendements pour les retraites des gens, puis de contribuer au développement économique. Alors, comment ça se traduit en philanthropie? Nous, la façon dont on regarde ça, c'est qu'on essaie d'avoir de l'impact. À la fois, de regarder l'impact que le projet qu'on appuie va avoir chez les populations visées, puis de regarder l'impact que nous, comme institution, la CDPQ, on peut avoir sur ce projet, sur cet organisme-là, comment on peut mettre nos réseaux, comment on peut mettre toutes nos capacités, puis faire un peu un effet de levier là-dessus. On a 4 secteurs prioritaires chez nous, collectivité, donc lutte à la pauvreté, persévérance scolaire, accès à la culture, la santé, lutte au changement climatique, parce qu'on est très actif en investissement durable. On a des objectifs très ambitieux, mais on a beaucoup de leadership sur cette question-là, puis le milieu universitaire. Pour te donner une idée un peu des volumes, l'année dernière, on a appuyé 200 organismes à travers le Québec. On a eu 8 présidences d'honneur, dont 6 ont été menées par des femmes. On a 140 personnes, 140 employés qui s'impliquent sur des CA d'OBNL chez nous. Ça, c'est super important. Il y en a 46% qui sont des femmes.
Et la grande campagne S'entraide, évidemment, tu le sais, là, il y a Kim Thomasin de chez nous. Avec nous, oui. Moi, je m'implique avec Claude, qui est quelque part dans la salle à Montréal pour la campagne de la Caisse dans notre bureau. On a aussi des ambassadeurs S'entraide quand on fait cette campagne-là, une trentaine, puis c'est surtout des jeunes pour qui c'est une première implication, ils sont super dynamiques, ils trouvent toutes sortes de nouvelles idées pour solliciter leurs collègues. Puis je veux juste revenir sur le deuxième aspect, peut-être, Isabelle, avant de terminer, sur l'impact que nous, on peut avoir. Parce que on peut avoir un effet de levier. Tu sais, parfois, en ouvrant des portes, en amenant des gens à la table, on essaie de voir où on peut faire une différence, tu sais, notamment par le biais d'un accompagnement, de conseils, de co-création, tu sais, de réflexion, puis amener autre chose à la table que juste des sous. Ben c'est ça, c'est que là, on s'en va vers le rôle des entreprises pour développer une culture philanthropique. Hein? C'est le thème du sommet, d'ailleurs, là, vers une culture philanthropique. Tu sais, plus largement, c'est comment tu vois la perception par rapport à cette transmission-là de ces valeurs-là, puis le rôle des entreprises dans ça, ben de la Caisse, évidemment, mais d'autres entreprises aussi, là. Ça passe beaucoup, tu sais, par l'appui qu'on donne à nos employés qui s'impliquent dans les CA de BNL. On peut aussi donner des heures. Alors, une journée de bénévolat par année pour commencer, essayer des choses. Vous avez des programmes aussi? Vous avez un super programme pour Oui, vos on jeunes, a des beaux programmes, mais je voudrais citer Kim, parce que Kim, ça fait longtemps qu'elle s'implique en philanthropie. Puis Kim a dit des fois, tu sais, donne à la suivante. Si toi, tu peux pas t'impliquer, donne-le à une suivante que c'est sa première campagne. Fais-lui la place, ouvre-lui la porte. Ça, je trouve ça super important. On a une super belle gang de jeunes. À la Caisse, on a 40% de nos employés qui ont en bas de 35 ans. Puis, ils se sont organisés dans un programme qui s'appelle Impact 2035, qui vient d'eux. Puis, dans le fond, ce programme-là, c'est des missions d'expertise. Donc, ce qu'ils font, c'est que 2 fois par année, ils organisent des événements de maillage entre les gens qui veulent participer à Impact 2035 et des organismes qui sont dans nos secteurs prioritaires. On essaie d'assurer une diversité. Donc, on organise un événement de maillage où les organismes viennent se présenter, parlent de leurs besoins. Ont besoin, par exemple, d'un plan de communication, d'une planification d'affaires, d'une analyse pour peut-être créer un nouveau service. Donc, il y a ces événements-là. Il y a des jeunes qui sont choisis, qui sont accompagnés aussi par différents experts de la Caisse, qui peuvent peut-être avoir un peu plus d'expérience. Donc, ils sont accompagnés par ces gens-là. Puis, ils vont faire une vraie différence dans ces organismes-là avec quelque chose de super concret. Des fois, ça mène à une place au conseil d'administration subséquemment. Ça leur donne envie de s'impliquer davantage. Puis, ça fait toute une différence pour des organismes. Comme, tu sais, dans les dernières années, il y a eu le Y des femmes, il y a eu la Transformerie, il y a eu Technovation. Nous, on les aide en leur offrant aussi des formations s'ils veulent devenir membres de conseil d'administration par la suite. Puis, il y a entre 5 et 8 de ces missions-là par année. Alors, tu sais, c'est vraiment un beau bassin. C'est intéressant. Oui. Pour ceux qui sont pas à Montréal et qui sont pas dans l'équipe de la CDPQ, je veux juste saluer Nancy, qui est ici de bénévole d'expertise. On a ça aussi dans la région de Québec, justement, qui est justement un levier comme ça pour pouvoir aller donner de son temps et de son expertise pour aider des organismes qui en ont drôlement besoin. Il y a un bout, moi, je trouve, qui est important, qu'il faut mettre en valeur aussi sur la responsabilité des entreprises par rapport à leur philanthropie, c'est qu'ils ont un rôle à jouer de modèle. Ils ont un rôle à jouer de modèle par rapport aux autres entreprises qui sont dans le même secteur, puis par rapport au grand public, qui les regarde. La RSE, nous, chez S'entraide, on dit souvent qu'on est dans on est le S de la RSE, là, avec nos partenaires. C'est pas juste pour mettre dans un rapport annuel à la fin, là, puis pour répondre à... Il y a vraiment un impact puis une représentation qui est faite et je pense que ces entreprises-là, en tout cas, moi, les dirigeants que je connais qui utilisent le mieux leur philanthropie, oui, pour être des bons citoyens corporatifs, oui, pour de l'attraction, de la rétention de personnel, mais c'est surtout qu'ils comprennent leur rôle d'influence, même à travers ça. Puis je pense qu'il faut pas s'en gêner. Tu sais, on est rendu ailleurs, on n'est plus... Il y a des décennies où est-ce qu'il fallait être charitable. On est vraiment dans... Mon entreprise a un impact partout, donc c'est pas à négliger, je pense, aussi, de ce côté-là. Oui, non, t'as tout à fait raison. C'est pour ça que, tu sais, tantôt, tu me demandais...
comment la Caisse a déterminé la façon dont elle souhaitait conduire son action. Puis quand je dis, nous, on voulait vraiment faire une différence, c'est vraiment ça. Parce que s'impliquer seulement pour les résultats d'affaires, je pense que ça donne pas le bon résultat. Il faut partir avec un objectif en tête. Puis je vais te donner un autre exemple. Il y a 2 semaines, on a lancé avec l'Institut de la gouvernance des organisations privées et publiques le Fonds Michel Nadeau. Puis ce fonds-là, ce que ça offre, c'est des services d'accompagnement en gouvernance. La période de candidature est ouverte d'ailleurs. Donc, ça offre des services d'accompagnement en gouvernance pour les OBNL. Parce que souvent aussi, quand les entreprises regardent les organismes auxquels ils vont donner, ils vont regarder la gouvernance avant, ça fait partie, entre autres, nous, de nos critères. Donc, ces services d'accompagnement-là vont être disponibles à taux très, très réduit à 5 à 10 organismes chaque année. Donc, ça, c'est une façon pour nous d'essayer d'avoir un impact aussi sur le milieu, puis d'offrir des choses qui seraient pas nécessairement accessibles en posant un geste avec une organisation dont on est déjà partenaire. On arrive un peu vers la fin de notre discussion, mais j'aimerais vraiment ça qu'on vienne ensemble sur les résultats de l'étude qui ont été partagés hier. Oui, tout à fait. J'aimerais ça savoir. As-tu été surprise? C'est quoi les constats que tu en ressors? On en a parlé un petit peu, évidemment, là, avant qu'on monte sur scène, puis on échangeait là-dessus. Oui. Bien, 3/4 des Québécois, des Québécoises ont posé un geste qu'on définit comme à caractère philanthropique, mais là-dessus, sur ces 75 %-là, il y en a juste 23 % qui se considèrent philanthropes. Ouais, c'est un mot qui fait peur, on dirait, être philanthrope, hein, dans l'esprit de Madame, Monsieur, Madame tout le monde. Là, oui, ben tu sais, des formations professionnelles. Moi, je suis une communicatrice, puis je me suis dit, ben est-ce qu'on en parle de la bonne façon? Tu sais, c'est quoi l'image qu'on a d'un philanthrope? Est-ce que tout le monde a juste Bill Gates dans la tête? Alors que Bill Gates, dans les faits, est l'exception. Tu sais, est-ce que en utilisant des mots plus simples qui sont, ben c'est donner de son temps, être présent. Tu sais, il y a peut-être une conversation collective à travailler parce que depuis plusieurs années, j'entends les Québécois contribuent moins que les autres, on a encore du travail à faire. Je pense que nous, on doit se poser la question comment on en parle, puis qu'est-ce qu'on anime comme conversation là-dessus sur la place publique pour aller chercher les gens. Tu sais, puis c'est pas juste une question d'un organisme, d'une entreprise. Je pense qu'on a tous une responsabilité d'animer cette conversation-là, puis de donner des exemples qui sont pas juste des dons de dizaines de millions de dollars à une fondation hospitalière. Parce que c'est beaucoup ça qu'on voit. Ces dons-là sont essentiels, évidemment, parce que ça aide tout le monde. Mais tu sais, philos, anthropos, à la base, c'est ça, là, c'est juste aimer l'être humain, là, mais ça reste que moi, quand j'entends ça, là, les Québécois sont moins généreux. Je suis pas d'accord. Je pense que les Québécois, on a moins de culture de sollicitation. Puis il y a quelqu'un qui porte très bien ce message-là, qui est M. Yvon Charest, ancien PDG de l'Industrielle Alliance, qui l'apporte très bien, et je crois qu'il a raison. Puis ça revient à ce qu'on disait en début de discussion. On parlait des femmes, mais même ça peut s'étendre à toute la population. On a moins cette culture de sollicitation-là. Se faire dire non, là, taux de mortalité très faible, là. C'est correct, là, ça arrive, ça, là, c'est pas, mais c'est pas quelque chose qui est ancré encore, donc ça reste que, puis, fait que, en effet, c'est pas si surprenant que ça, ce qui ressort de l'étude. D'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir cette étude-là, d'avoir cette, mais ça nous dit à quel point on a encore du travail à faire, puis il faut mettre en valeur, t'as tellement raison, il faut mettre en valeur chaque geste, chaque chose qui est de la philanthropie et pas nécessairement seulement des très, très grands dons qui sont aussi très importants. Puis pas juste des dons en argent, hein, on en parlait. Fait que si on résume peut-être parce que, tu sais, diversité des gens qui sont impliqués, puis reconnaître la diversité des implications. Il y a toutes sortes de façons de le faire, il y a toutes sortes de façons de transmettre ça à nos enfants, dans nos collectivités, dans les organismes. Mais je pense qu'on doit vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est la conversation qu'on veut avoir collectivement sur la philanthropie. Je pense que l'événement d'aujourd'hui, en cette journée nationale de la philanthropie, est vraiment aussi un très bel endroit pour partir cette conversation-là. Puis, en tout cas, je me sens très privilégiée d'avoir pu débuter cette journée devant
ce groupe de gens-là qui est très, très riche. Puis avec toi, Isabelle. Merci, Annie. Moi, j'espère que tout le monde qui est là, toi et tout le monde dans la salle, vous êtes très, très fiers de ce que vous faites et ce sur quoi vous travaillez. Je pense qu'on doit être très, très fiers de travailler sur la philanthropie. Philos Anthropos, c'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on fait au quotidien. Merci, Annie, d'être cette personne-là, cette philanthrope-là. Merci pour cet échange-là. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup.